Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée ici à la promotion des œuvres culturelles de la République du Congo et aussi bien des producteurs de contenu en République du Congo. Et ici, à la librairie Les Monguets des Dépêches Rwanda-Vie, nous recevons un écrivain atypique. Il s'agit de Jean-Rodrigue Ngakoso qui, après avoir publié Les larmes d'une mère, Le collier de la mort, publie cette fois-ci Le crime du soir. Crime du soir, un livre qui nous plonge carrément dans la fiction à en croire l'écrivain. Et sur ce plateau, il nous parle de cet ouvrage. Bienvenue, cher écrivain. Bonjour, monsieur. Merci de venir et surtout de répondre à notre invitation. En tout cas, je suis très ravi. On parle de Les larmes d'une mère, Le collier de la mort et aujourd'hui, Crime du soir. Ces titres qui sont, on va dire comme ça, un peu atypiques. D'où vous vient l'inspiration? En tout cas, je suis Jean-Rodrigue Ngakoso. Je suis donc à mon 3e roman. Le premier, Les larmes d'une mère, fruit de l'inspiration. Le deuxième, j'ai écrit pendant le confinement, en 2 semaines. Et la 3e semaine, on avait publié donc ce roman, Le collier de la mort. Et me voici donc au 3e, Le crime du soir. Donc, tous ces œuvres sont fruits de l'imagination. C'est vrai que je vis dans une société, mais je me sers un peu des 26 lettres de l'alphabet pour créer mon monde imaginaire. Et dans ce monde, je crée des personnages que j'attribue des rôles. Donc tout ce que j'écris, je tiens à vous signaler ici que c'est le fruit de l'imagination. Très bien, fruit de l'imagination, quand on sait aussi qu'une mère a des larmes, quand on sait aussi qu'il y a un collier de la mort qui peut être distribué, et quand on sait aussi pertinemment qu'un soir, il peut y avoir un crime. Justement, je vais commencer par Les larmes d'une mère. C'est un message que je voulais passer aux différents lecteurs, sinon au public. C'est l'Afrique en particulier, le monde en général. C'est un message très poignant, Les larmes d'une mère. Nous sommes en face d'une mère qui donne naissance à un seul fils. Et ce dernier, d'abord, la mère souffre pour élever cet enfant jusqu'au point de perdre son œil. C'est ça même la particularité. Parce qu'un jour, pendant qu'elle était dans ses travaux ménagers, elle apprend que la maison prend feu. Et puis, c'est son enfant qui était à l'intérieur. Donc, c'est de cette manière qu'elle voulait sauver l'enfant et elle va perdre son œil gauche. Donc, cette malformation-là, l'enfant n'a pas supporté et n'a pas accepté que cette malformation pouvait être sur sa mère biologique. Donc, c'est dans ces conditions que ce jeune homme va parcourir un peu ce monde jusqu'à occuper des postes très phares de ce pays, dans l'imagination toujours, mais il n'a jamais accepté que cette dame était sa mère, puisque durant son parcours, il a été adopté par un ambassadeur. Il était donc l'enfant adoptif d'un ambassadeur, et donc il a profité de cette qualité-là pour renier sa mère. C'est le jour où il meurt qu'autour de lui, autour de son corps, il n'y a personne, il n'y a que cette mère-là qui a élevé dans la souffrance de son enfant. Et c'est là que vous parlez des larmes. Qui a couché dans la souffrance dans son enfant, malheureusement, qui n'a pas goûté le fruit de son enfant-là et qui vient enterrer encore dans la souffrance son enfant. Donc c'est ça ce que j'ai voulu traduire. Les larmes symbolisent donc la souffrance de cette femme. Et Le collier de la mort, c'est un roman que j'ai dédié à la jeunesse africaine en général, mais à la jeunesse congolaise en particulier. Ici, donc, il s'agit d'une jeune fille. Nous sommes dans un monde qui est rempli de mots, mais on était en face d'une jeune fille de 18 ans qui voulait tout avoir sans effort, parce qu'elle avait une forme, elle avait cette possibilité d'avoir tout ce qu'elle voulait par son corps. Donc, elle s'est servie de son corps pour tout avoir, mais malheureusement, dans son obsession, elle va dérober un collier qui ne procure pas seulement l'argent, mais qui procure aussi de l'autre côté la mort. Donc, c'est de cette manière-là qu'elle va détruire sa jeunesse, parce qu'elle a convoité ce qu'elle voulait avoir. Elle a convoité les biens, elle a convoité l'argent, elle a convoité les voitures,
elle a convoité le luxe, donc elle va dérober ce collier, puis aller à Dakar avec ce collier, mais ne savait pas qu'il fallait nourrir ce collier. Donc ce collier se nourrissait du sang. Et donc dans son ignorance, elle a trimballé ce collier, et puis par la suite, elle a perdu sa vie. Et le dernier ouvrage, vous parlez du crime du soir. Donc nous sommes dans un crime. Vous voyez que les crimes que j'ai identifiés ici, le crime du soir, c'est des crimes qui sont difficiles à identifier, dont les auteurs sont très difficiles à identifier parce que ça se passe à l'insu de tout le monde. Donc c'est dans le noir, c'est dans l'obscurité que tout se passe, mais par effort des enquêtes, quelques auteurs ont été quand même identifiés dans ce roman, parce que c'est un roman, je vous rappelle que c'est un roman policier. Effectivement. Et pour qu'il soit placé ou classé dans la catégorie de ce genre, il faut qu'il y ait quelques invariants. Donc, il faut qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un mobile, le mode opératoire, l'enquêteur, le coupable, la victime. Donc, ces invariants, on retrouve tous ces invariants dans le crime du soir. Vous voyez que même la couverture que vous avez en main illustre déjà le fond de l'ouvrage. Ici, c'est un auteur, un criminel qu'on n'a pas identifié, mais que la police a quand même pu retracer. Et quelque part, vous voyez qu'il y a des traces de bottes. Et c'est de cette manière qu'on a identifié l'auteur de ce crime-là. Et c'est parce que dans cette ville que j'ai créée dans mon imagination, il y avait que ce monsieur, Fédor, qui était détenteur de ces paires de bottes. Donc, ce sont ces traces-là qui ont permis de repérer l'auteur de ce crime. Sinon, c'est des crimes qui se commettent dans l'obscurité et dans le noir, si on peut dire, et que les auteurs sont quasiment... Effectivement, pour justifier ce que vous dites, c'est que vous débutez votre ouvrage par un cauchemar terrible, où c'est un jeune qui essaie de raconter ce cauchemar, où il est à bord d'un moyen avec ses parents, le long d'un cimetière. Il y a des morts qui réclament leurs biens aux vivants. Expliquez-nous un peu. Effectivement, lorsqu'on parle d'un roman policier, il doit commencer par un crime. Et souvent, ces romans se terminent aussi par un crime. Mais la particularité du crime du soir, c'est que le roman commence par un rêve. Et 10 ans plus tard, c'est l'accomplissement de ce rêve. Alors, ici, c'est un enfant qui, faisant chemin avec ses parents, ils vont entendre du bruit, des gémissements, mais c'est dans les cimetières, à des heures, 18h, 19h. Et donc, dans ce roman, ce monde-là, c'est que à ces heures, on ne traverse plus ces cimetières. C'est un mythe comme ça. Il y a des interdits. Voilà. C'est déjà inculqué dans la tête de la population que lorsqu'il fait 17h, 18h, cette zone-là, on ne la traverse pas parce que les morts sortent des cimetières pour réclamer leurs biens aux vivants. Et effectivement, il y avait du bruit. Donc, quand on entendait le bruit des casseroles, des assiettes, on se disait que bon, c'est l'heure à laquelle les morts sortent de leur tombe pour réclamer le bien. Or, c'est le mode opératoire de ces criminels, de cette, de ce cercle vicieux. Et dans ce déroulé, vous montrez un peu la curiosité de ce père qui dit à sa femme, justement, oui, il faut rester en espèce, je dois aller voir. Il veut tromper la vigilance de sa femme. Là, il trompe même sa femme. Il sait que à ces heures-là, c'est son cercle qui fait ses activités. Et donc, il va dire à sa femme, tiens, je garde les véhicules, je vais aller constater ce qui se passe dans les cimetières. Il rentre, mais il rentre parce qu'il doit travailler, parce qu'il doit déterrer certains corps. Et quand il revient, il dit, effectivement, j'ai été dans les cimetières, j'ai vu ce que je ne devais pas voir. Sa femme était même dans ce roman très énervée parce que restait au milieu du bruit à ces heures-là, effrayée, se disait que les morts allaient finalement la reprendre avec son enfant. Oh. Et puis là, vous abordez une question aussi cruciale, bien qu'étant dans l'imagination, allais-je dire, mais vous abordez la question du trafic des ossements humains. C'est une réalité ou pas? Je sais que j'entends souvent. C'est ce que j'entends, que pas seulement en Afrique, dans le monde, que ce trafic est réel, mais j'ai jamais vu. Et donc moi,
je suis dans l'imagination, je crée tout un scénario dans mon imagination. Je me suis dit, si je dois conseiller la société face à certaines richesses, parce que là, c'est le côté opposé de ce que nous voyons. Nous voyons le luxe, nous voyons des gens construits, vivre dans l'opulence, acheter des belles voitures, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce sont un peu ces activités obscures que j'ai voulu mettre en eux. Je me suis dit dans mon imagination, mais pourquoi ne pas partir du trafic d'ossements? Il s'avère que c'est beaucoup d'argent ce trafic. Et donc, c'est de cette manière que j'ai pu créer ce monde imaginaire où le trafic d'ossements est d'actualité, parce que parmi les criminels, un d'eux est propriétaire d'un cimetière. Le mode opératoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les gens meurent, on enterre dans ce cimetière et la nuit, on déterre ce corps-là. Donc, en réalité, c'est des tombeaux qui sont vides. Et chaque année, les gens vont pour la fête, comment vous l'appelez, la fête de Toussaint. Ils vont nettoyer les carreaux qui s'y trouvent, mais à l'intérieur, le tombeau est vide parce que tout a été vidé. Tout a été vidé, on a déterré et ils ont vendu parce que c'est même l'origine de leur fortune. Donc, j'ai voulu toucher un peu cet aspect. Vous pointez du doigt des hommes d'affaires aux affaires fictives. Justement, un peu ceux-là, ils sont nombreux dans le monde, surtout en Afrique. Très nombreux. Nous connaissons que ce monsieur est multimilliardaire. Il ne nous dit pas exactement. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple, une partie de ce qu'ils font comme activité. C'est peut-être pas ça, mais moi, j'ai voulu, dans ce livre, prendre le trafic d'ossements comme illustration face à certaines richesses injustifiées. Et vous parlez du crime dans votre ouvrage. Le crime ici, il est passionnel parce que c'est la quête effrénée de l'argent, de la richesse. Mais non seulement que vous parlez du crime, mais aussi vous essayez un peu de mettre en avant des questions liées à la juridiction, parce qu'il faut qu'il y ait des arrestations, Justement, c'est ça même le sens d'un roman policier. Il doit avoir un enquêteur. Fimbo, c'est l'enquêteur dans ce roman. Et après, il doit avoir une série des audiences criminelles. Il doit avoir un coupable. Qui n'aboutissent jamais d'ailleurs. Bon, mais dans ce roman, ça aboutit quand même. Ça aboutit quand même parce que l'auteur des faits, sinon le chef du cercle, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. C'est vrai que c'est un procès qui a tiré en longueur, c'est parti dans tous les sens. Mais au finish, la loi reste la loi. Ce monsieur a été condamné. Et toute la population avait applaudi l'acte venant des autorités judiciaires. Malheureusement, cette même population, à un moment donné, s'est sentie frustrée lorsque ce monsieur qui était condamné a bénéficié d'une permission alors qu'il devait rester purger ses 5 ans en prison. Et même quand il sort, il commet d'autres forfaits. Il commet encore d'autres forfaits. Et c'est le même enquêteur qui poursuit. Malheureusement, le pauvre enquêteur va arriver à un stade où il ne peut pas poursuivre ses enquêtes parce que il est en face d'un monsieur qui est rempli de fortune. Et c'est même là où je ressors la force de la corruption. Comment la corruption, le pauvre ne peut pas résister face à la corruption. Ici, c'est un monsieur qui est rempli d'argent, mais qui a le pouvoir même de nommer et de défaire les gens dans une nation. Mais ici, on a en face de lui un enquêteur qui est pauvre. Est-ce que le pauvre peut mettre à terre le riche? C'est là même les questions qu'on se pose. Parce qu'il y a certaines victimes d'ailleurs dans cet ouvrage qui déjà au regard de la proximité qu'il y a entre Fédor, qui est l'homme d'affaires, le puissant homme d'affaires, et les hommes politiques qui essaient de dire mais est-ce que vous pouvez comment vous appelez dans l'ouvrage, est-ce que vous pouvez rater de gagner un procès, justement. Parce que justement les procès contre vous n'ont jamais abouti, même quand les faits sont clairement établis. Oui, c'est vrai que dans le roman, on essaie un peu de ressortir l'ensemble des événements que Fédor a traversés. C'est vrai qu'il a été fort pendant un temps, mais il y a un temps où il était faible. On peut être fort, mais on ne sera pas fort éternellement. On est fort pour un temps et le reste du temps, on est faible. C'est là ce qui est arrivé à Fédor. Okay. Il était fort pendant un long moment où il a mis beaucoup de magistrats dans ses poches
les hommes, les autorités judiciaires, mais était venu un temps où on ne peut pas sauter la loi. Ce temps est arrivé, il fallait le condamner. Vous dites si bien qu'il ne s'agit pas ici, en lisant cet ouvrage, de se dire que c'est vraiment une chronique judiciaire. Justement, c'est le fruit même de l'imagination. C'est vrai qu'on a parcouru beaucoup de romans policiers avant de poser le crime du soir. On s'est inspiré de beaucoup de faits, de beaucoup d'auteurs, mais ici, là, on a essayé un peu de faire un peu l'ensemble de ce parcours-là et on a ressorti un produit qu'on appelle le crime du soir dans notre imagination. Enquête, arrestation, corruption, tous les mots que vous essayez un peu de dérouler dans cet ouvrage, mais autour de trois personnages, on va dire ainsi, Fédor, qui est l'homme à tout faire, et puis on a Mouna, et puis Mira, qui sont ici, on va dire, l'incarnation du bien et du mal dans cet ouvrage. Parce que Mira, c'est la femme de Fédor, elle accompagne Fédor dans ce qu'il fait. Oui. Dans ses crimes, il y a même des crimes où elle est le centre même du jeu. Alors que Mouna veut à tout prix que justice soit rendue, que ces criminels soient arrêtés, que ces criminels, que ces événements cessent. Mais Mouna aussi est faible. Fédor, non seulement qu'il est criminel, mais il a le pouvoir financier. Il a le pouvoir financier. Donc Mouna lutte pour le bien et Mira persiste pour le mal. Donc elle est elle creuse de jour en jour les événements dans sa nation. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin du roman, finalement, Mouna reste en vie, réussit à mettre à terre Fédor et Mira. C'est même ce qui donne un sens à ce roman. Vous voyez que tous les jours, je souhaite que ce roman soit lu par tout le monde, mais nous sommes dans un pays où l'industrie du livre n'est pas valorisée. C'est très difficile, sur quasiment 100% de la population, c'est 15% qui lisent. Là encore, c'est un genre qui est très rare dans notre pays, et c'est peut-être 5% qui pourra prendre le courage de lire le roman policier. Mais sinon, c'est un roman qui est très intéressant, qui dénonce beaucoup de choses, et voilà, ici, je m'attache un peu à notre culture africaine. À la croisée du monde, à la croisée du modernisme, on perd nos valeurs, c'est un vrai problème. Voilà, ici, je rappelle un peu nos valeurs qu'on ne devrait pas perdre. D'ailleurs, en parcourant ce livre, j'ai eu envie de dire que Jacques, ici, le jeune, c'est bien l'écrivain, mais après, je me suis abstenu parce que tout simplement que l'écrivain a pu finaliser son cursus scolaire académique. Alors que j'ai fait mon parcours sans problème, sans tâche. J'ai fait des études universitaires. C'est carrément l'opposé de Jacques. C'est le contraire de Jacques. Ce qui fait qu'on reste dans l'imagination. C'est l'imagination, c'est le fruit de l'imagination. Jacques, c'est un personnage que j'ai créé. J'ai attribué le rôle comme tout autre personnage dans le roman. Et j'ai créé aussi Fédor. J'ai attribué un rôle à Fédor. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mouna aussi, j'ai créé. Donc, c'est le fruit de l'imagination. Vous voyez que vous pouvez peut-être penser que c'est des faits de la société. Oui, je vis dans une société, mais je ne prends pas ce qui est de ma société pour transcrire mes ouvrages. Non. C'est le fruit de l'imagination. Je vais prendre un exemple, Le Collier de la Mort. C'est pas un livre que j'ai commencé à écrire comme tout autre livre, non. Nous sommes pendant le confinement et je pense que le 3e jour qu'on décrète le confinement, je suis en train de dormir et dans mon rêve, je suis en train de dormir. Je me vois en train de lire un livre. Effectivement, la page 45 du Collier de la Mort, c'est tout ce que j'ai lu dans mon rêve que j'ai transcrit comme livre. C'est par là que j'ai commencé. Vous allez voir le crime du soir, j'ai commencé à écrire ce livre à la page, c'est la page 81. J'ai commencé par cette page. Mais curieusement, elle se retrouve quasiment le centre du livre. Donc c'est l'imagination. Et moi, je pense qu'aussi longtemps que j'aurai ces démangeaisons entre mes mains, je vais continuer à écrire. D'ailleurs, je vais publier un autre livre, je pense, d'ici début février.
De l'imagination à la réalité, permettez-moi de dire ainsi, une très belle balade, quand on essaie de dérouler, de feuilleter cet ouvrage, on se rend compte que vous parlez d'un quartier, Talas, avec des jeunes. Toujours de l'imagination. Oui, avec des jeunes épris par le goût du luxe, des jeunes véhiculés sans véhicule, ça paraît un peu paradoxal, et avec des jeunes dames aussi, qui sont vendeuses, mais sans pourtant savoir qu'est-ce qu'elles vendent. Justement, vous voyez, c'est là même dont j'ai voulu associer un peu ce qui se passe en Afrique. Voilà. Prendre un peu l'Afrique, mettre dans mon roman, que l'Africain se retrouve, que parfois quand nous promenons, nous voyons beaucoup de jeunes filles au bord de la chaussée, mais on ne sait pas ce qu'elles cherchent. Qu'est-ce qu'elles cherchent à des heures tardives? On ne sait pas. Elles sont des vendeuses, mais qu'est-ce qu'elles vendent? On ne sait pas. Nous avons des jeunes qui veulent embrasser tout. Vous allez voir un jeune, il se dit travailleur, mais il travaille où? On ne sait pas. Donc c'est un monde empoisonné. Ce monde-là est empoisonné. Et le jeune qui vit dans la génération actuelle doit être vigilant face à ces choses. Vous allez voir un jeune, quand il sort de chez lui, c'est le vécu d'ailleurs, ce que nous voyons aujourd'hui dans la société. Il se dit, bon, c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille, mais il n'a jamais eu de travail. Vous parlez des jeunes qui ont des véhicules sans avoir les véhicules. Comment vous expliquez? Ils sont véhiculés dans leur tête. Chaque matin, ils sont véhiculés dans leur tête. Mais la réalité le ramène à ce qu'ils se promènent pieds nus. C'est comme ça la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai voulu, sur cet aspect-là, rappeler un peu, interpeller un peu les jeunes. Vous voyez que nous sommes dans un monde où le complexe bat le record. C'est la jeune fille qui ne travaille pas, mais qui veut avoir un iPhone 16 qui coûte 1 million. L'iPhone 15 qui coûte 1 million, mais ne travaille pas. J'ai même parlé que certains se sont même livrés pour croquer la pomme de l'iPhone. Et justement, c'est un conseil que je donne. Je souhaiterais que les jeunes, surtout de ma génération, travaillent, qu'ils se lèvent par l'effort. Ce qu'ils veulent, c'est possible de l'obtenir, mais c'est en travaillant. Cette œuvre imaginaire devient encore plus intéressante quand vous essayez de mettre en relief le pouvoir de l'argent, ce pouvoir qui donne à des criminels la possibilité d'acheter la justice, ce pouvoir qui donne à des criminels la possibilité de taire tout le monde. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs... Pas d'acheter la justice. Allez-y. Pas d'acheter la justice parce que, en dernier ressort, ces criminels ont été condamnés. On peut être fort, mais pas devant la loi. C'est vrai qu'ils peuvent corrompre certains acteurs, mais au milieu de ces acteurs, il y a de ceux qui disent le droit. Il y a de ceux qui rendent la justice potable. La Fédor, c'est le plus puissant de cette société imaginaire, mais c'est ce même Fédor qui se retrouve condamné à 5 ans d'emprisonnement. Avec bénéficiant d'une liberté provisoire. Bon, mais c'est bien après. C'est après la condamnation. Okay. Pourquoi il a bénéficié de cette permission? Mais les raisons ont été évoquées, les raisons de santé. Justement, c'était des raisons. Il s'est constitué avocat, il a un avocat, il a des garanties de représentation. Mais il est malade. Est-ce qu'il doit mourir dans les cellules d'une maison d'arrêt? Non, il faut lui accorder une liberté. C'est comme ça que Fédor va bénéficier d'une permission pour se faire traiter. C'est pas pour commettre, mais lorsqu'on le condamne, en réalité, il devait prendre conscience que moi, j'avais commis. Je suis un malfaiteur. On m'a déjà condamné, je sors pour me traiter, mais quand il sort, malheureusement, il va encore commettre d'autres forfaits jusqu'à ce que Mouna mette un fin à sa carrière. Et puis, on se rend compte que le livre ou encore le roman, vous le débutez par un crime et c'est le crime à la fin. Justement, je ferme par un crime parce que j'ai dans ma pensée d'entamer le tome 2. Donc, je suis en train de continuer à mûrir ma réflexion. Le jour que la brèche va s'ouvrir pour écrire le tome 2, je le ferai.
Merci Jean-Rodrigue Gakosso, on le recevait ici en tant qu'écrivain. Il aborde des aspects très importants, très intéressants et qui, d'après lui, reste un peu dans un monde imaginaire, bien que se rapprochant à la réalité. Et il s'est agi avec l'écrivain sur ce plateau d'épiloguer sur Le Crime du soir, un roman policier qui met en relief les enquêtes, les arrestations, l'escroquerie, la corruption, mais il ne s'agit pas ici, là, d'une chronique judiciaire, comme l'a dit l'écrivain. Merci d'avoir suivi cette émission. Et d'ailleurs, le livre est disponible dans différentes librairies à Brazzaville. Procurez-vous le livre et vous comprendrez que la littérature peut également dénoncer les faits, peut également moraliser une société. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans le programme sur Vox, le Congo vu de l'intérieur.